La neige de l'Alaska tombait à verse, impitoyable, transformant le monde en un flou blanc. À un arrêt de bus désert en périphérie d'Anchorage se tenait Olivia Morgan, 17 ans, sa veste élimée serrée autour d'elle, et plus important encore, autour du petit paquet dans ses bras, Lily, sa fille de 2 mois. La température était tombée bien en dessous de zéro, le dernier bus de la nuit n'était pas arrivé, et Olivia n'avait nulle part où aller. « Chut, Lily, s'il te plaît. Je sais que tu as froid, ma puce, j'essaie. » Sa voix se brisa tandis que les larmes gelaient sur ses joues. 3 heures plus tôt, elle se tenait sur le perron de ses parents, regardant son père jeter son sac de voyage dans la neige. Aucune fille de notre sang n'apportera une telle honte à cette famille. La voix de son père avait été froide, plus froide encore que l'air hivernal qui les entourait. Derrière lui, sa mère se tenait là, des larmes coulant sur son visage, mais sans faire le moindre geste pour défendre sa fille ou sa petite-fille. Olivia avait caché sa grossesse pendant des mois. La réputation immaculée de la famille au sein de leur communauté religieuse conservatrice comptait plus que tout pour eux. Apparemment plus que leur fille unique et son nouveau-né. Découverte, ses parents lui avaient posé un ultimatum, faire adopter le bébé ou partir. Elle avait choisi sa fille. Mais maintenant, alors que la neige s'accumulait et que la nuit s'épaississait, ce choix lui pesait d'un poids insupportable. Sa meilleure amie, Mackenzie, ne pouvait pas l'accueillir. Le père de Lily, un étudiant de première année qui avait bloqué le numéro d'Olivia dès qu'elle lui avait parlé de la grossesse, n'était certainement pas une option. Olivia se mit à marcher, ses baskets inadaptées s'enfonçant dans la neige. Chaque pas était comme une prière, un appel désespéré pour que quelqu'un, n'importe qui, vienne à leur secours avant que l'hiver alaskien ne fasse 2 victimes de plus. Les pleurs de Lily s'étaient calmés, se transformant en gémissements, ce qui, d'une certaine manière, effrayait Olivia plus encore que ses cris. « Reste éveillée, ma puce, s'il te plaît, reste éveillée. » Des phares apparurent, tels des étoiles lointaines, grossissant à mesure que le véhicule approchait. Un pick-up bleu cabossé ralentit à sa hauteur, son moteur pétaradant. La vitre du conducteur descendit dans un grincement mécanique, révélant une femme âgée aux cheveux argentés en bataille s'échappant d'un bonnet tricoté, des gants dépareillés sur ses mains burinées. « Vous deux, on dirait que vous êtes dans un sacré pétrin, non ?» lança la femme, son rude accent alaskien tranchant dans le hurlement du vent. Olivia hésita, serrant Lily plus fort contre elle. Le camion avait l'air d'une antiquité, sa peinture bleue s'écaillait par endroits, et la benne était remplie d'objets étranges recouverts d'une bâche. La femme au volant n'était pas franchement rassurante non plus. « Je ne mords pas, ma petite, » lança la femme, « mais cette tempête, elle, oui. Ça baisse de 5 degrés Celsius par heure ici. » Comme pour appuyer ses dires, Lily laissa échapper un autre cri, plus faible cette fois. « Je suis Maeve Callahan, » dit la femme, sa voix s'adoucissant légèrement au son du bébé. « Cette petite ne tiendra pas 1 heure de plus par ce temps. » Maeve avait raison, et Olivia le savait. Les jambes tremblantes, elle se traîna dans la neige jusqu'à la portière passager du camion. En l'ouvrant, elle fut accueillie par une vague de chaleur provenant du chauffage et par la vision étrange de l'intérieur du camion. Le tableau de bord était couvert de petites figurines, ce qui ressemblait à des animaux sculptés à la main, des poupées anciennes aux yeux de verre inquiétants, et plusieurs cristaux suspendus à des ficelles. La banquette arrière était jonchée de livres, de papier et Olivia cligna des yeux, incrédule d'un hibou empaillé perché sur une boîte en carton. « Alors ?» Maeve haussa un sourcil. « Tu montes ou pas ? Je ne peux pas chauffer tout l'Alaska. » Olivia grimpa maladroitement, s'installant avec Lily dans ses bras. Le camion sentait le pain, le tabac et quelque chose de terreux qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Où allez-vous ? » demanda Maeve en passant une vitesse. « Yeah !» La voix d'Olivia se noua. « Je ne sais pas. » Maeve l'étudia un long moment, ses yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. C'étaient des yeux frappants, bleu pâle, presque argentés, comme le ciel d'hiver. « Pas de foyer, alors ?» Olivia secoua la tête, les larmes menaçant de nouveau. « Plus maintenant. » Maeve hocha la tête une fois, comme pour se confirmer quelque chose. Puis elle reporta son attention sur la route, où les essuie-glaces luttaient en vain contre la neige. « J'habite à une 30aine de kilomètres de la ville. J'ai une cabane. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chauffé. Vous pourrez y attendre la fin de la tempête. » Olivia aurait dû avoir peur.
Toutes les mises en garde qu'elle avait jamais reçues sur les inconnus hurlaient dans sa tête. Mais quand les minuscules doigts de Lily s'enroulèrent autour de son pouce, cherchant la chaleur, quel choix avait-elle vraiment? Merci, murmura-t-elle. Maëve fit un geste dédaigneux. Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas vu où j'habite. Le trajet se fit principalement en silence, Maëve marmonnant de temps en temps pour elle-même ou s'adressant au camion lorsqu'il émettait des bruits inquiétants. Les phares fendaient l'épaisse chute de neige, illuminant un monde transformé en forme blanche et fantomatique. Elles quittèrent la route principale pour s'engager sur ce qui était à peine un sentier, serpentant à travers une forêt dense. Vous n'allez pas nous faire de mal, n'est-ce pas? Demanda finalement Olivia, exprimant sa peur. Maëve laissa échapper un rire rauque. Ma petite, si j'avais voulu te faire du mal, je t'aurais laissé à cet arrêt de bus. La nature se serait chargée du travail pour moi. Elle jeta un coup d'œil à Lily. Et puis, je ne fais pas de mal aux enfants. Jamais fait, jamais je ne le ferai. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une lourdeur, une histoire, qui fit qu'Olivia la crut. La cabane apparut soudainement entre les arbres, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude. De l'extérieur, elle paraissait minuscule, une simple structure en avec un toit pentu pour évacuer la neige. La fumée s'enroulait d'une cheminée en pierre. « Bienvenue chez moi », annonça Maëve en garant le camion. Aller du camion à la cabane fut une aventure en soi, avec la neige atteignant presque les genoux. Maëve ouvrit la voie, créant un passage pour qu'Olivia puisse la suivre avec Lily. Lorsqu'elles atteignirent le porche, Olivia était de nouveau épuisée et frigorifiée. Maëve poussa la porte et Olivia entra dans un monde qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. L'intérieur de la cabane était étonnamment spacieux, bien plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Mais ce qui fit marquer un temps d'arrêt à Olivia, ce n'était pas la taille, mais le contenu. Chaque surface, chaque parcelle de mur semblait remplie de choses, des collections de roches et de coquillages, des étagères débordant de volumes en plusieurs langues, des plantes séchées suspendues aux poutres du plafond, des œuvres d'art étranges qui paraissaient à la fois primitives et d'une certaine manière, scientifiques. Une grande table de travail était couverte de papier, de loupes et de ce qui semblait être des fragments d'os. C'était chaotique, et pourtant organisé d'une certaine façon, comme si tout l'espace était la manifestation physique d'un esprit brillant mais désordonné. « Ferme la bouche, ma petite, tu vas attraper les mouches », dit Maëve en suspendant sa parka à un crochet près de la porte. L'espace central était dominé par un grand poêle à bois, rayonnant une chaleur bénie. Maëve se mit immédiatement au travail, attisant le feu. « Assieds-toi », ordonna-t-elle en désignant un fauteuil élimé mais confortable près du poêle. Olivia s'y laissa tomber avec reconnaissance, dégageant Lily de sa couverture extérieure. Les joues du bébé étaient rouges de froid, son nez coulait. Sans qu'on le lui demande, Maëve disparut dans ce qui devait être un coin cuisine, revenant quelques minutes plus tard avec un biberon de lait chaud. « Comment avez-vous » commença Olivia. « Fixant le biberon. » Je me suis dit que c'est ce dont elle aurait besoin, dit Maëve avec un haussement d'épaule. Ça fait un bail, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Tandis qu'Olivia nourrissait Lily, ses instincts maternels luttant contre son épuisement, Maëve disparut de nouveau. Cette fois, quand elle revint, elle portait ce qui ressemblait à un tiroir. Un vrai tiroir en bois qu'elle avait garni de couvertures douces. « Berceau de fortune », expliqua-t-elle en le posant près du poêle. « Les bébés dorment mieux avec des parois solides autour d'eux, ça les sécurise. » « Comment savez-vous tant de choses sur les bébés ?» L'expression de Maëve se figea légèrement. « J'ai connu bien des commencements et bien des fins, mon enfant. » Avant qu'Olivia ne puisse demander ce que cela signifiait, Maëve bougeait déjà, rassemblant des affaires. Elle revint avec une serviette, des vêtements qui semblaient bien portés mais propres, et un pain de savon. « La salle de bain est par là, » dit-elle en désignant une porte. « L'eau est chaude si tu fais vite. » Le générateur tourne à plein régime avec cette tempête. Ce n'est qu'alors qu'Olivia réalisa à quel point elle devait paraître et sentir dépenaillée. Elle ne s'était pas douchée correctement depuis qu'elle avait quitté la maison ce matin-là. « Je peux surveiller la petite », proposa Maëve en voyant son hésitation. « Ça fait un bail, mais je n'ai pas oublié comment tenir un bébé. » Confier Lily à cette étrange femme semblait peu judicieux. Et pourtant, il y avait quelque chose chez Maëve qui inspirait confiance, une compétence dans ses mouvements,
une franchise dans son regard qui témoignait de quelqu'un qui avait beaucoup vu de la vie et savait comment en relever les défis. « Elle s'appelle Lily », dit Olivia, transférant avec précaution le bébé, maintenant calme, dans les bras de Maëve. « Lily », répéta doucement Maëve en s'installant dans le fauteuil qu'Olivia venait de quitter. « Bonjour, petite fleur de lys. » La douche fut un délice, l'eau chaude lavant non seulement la crasse physique mais aussi une partie du poids émotionnel de la journée. Quand Olivia émergea, vêtue des habits empruntés, trop grands mais merveilleusement doux, elle trouva Maëve chantant doucement à Lily une vieille chanson folklorique sur les montagnes et les rivières qu'Olivia n'avait jamais entendues. « Il y a à manger sur la table », dit Maëve sans lever les yeux. « Rien d'extraordinaire, de la soupe et du pain. » Olivia n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim jusqu'à ce moment-là. La soupe, une sorte de concoction roborative de légumes et d'orge, avait meilleur goût que tout ce dont elle se souvenait avoir mangé. En mangeant, elle examina la cabane plus attentivement. Un mur était entièrement couvert de photographies, la plupart de Maëve dans divers endroits reculés, toujours seule, souvent avec du matériel scientifique. Elle paraissait plus jeune sur les photos, mais tout aussi intense, tout aussi présente. Une autre chose attira l'attention d'Olivia, une petite porte, différente de celle de la salle de bain ou de ce qui semblait être la chambre de Maëve. Elle était peinte en bleu et portait une pancarte manuscrite. « Chambre d'Éléanore. Ne pas entrer. »« Qui est Éléanore » demanda Olivia avant de pouvoir se retenir. Les mains de Maëve s'immobilisèrent un instant alors qu'elle bordait la couverture autour de Lily dans son tiroir berceau improvisé. « Personne dont tu aies à te soucier, » répondit-elle, sa voix soudainement neutre. « Tu dormiras là cette nuit, » ajouta-t-elle en désignant un lit de repos dans un coin. « Moi, je suis derrière cette porte. J'ai le sommeil léger, alors appelle si tu as besoin de quelque chose. » Le changement abrupt de sujet était clair. Éléanore n'était pas un sujet de discussion. Alors que Maëve se préparait pour la nuit, se déplaçant dans la cabane avec l'efficacité de routines établies de longue date, elle s'arrêta près du lit improvisé d'Olivia. « Juste le temps que la tempête passe, » dit-elle, bien que quelque chose dans ses yeux, un regard entendu, suggéra qu'elle comprenait que ce serait plus long. « La météo annonce 3 jours de ce temps. Peut-être plus. »« Merci encore, » dit Olivia, sincèrement reconnaissante malgré l'étrangeté de la situation. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait si vous ne vous étiez pas arrêté. » L'expression de Maëve s'adoucit légèrement. « Dors un peu, ma petite. Demain est un autre jour. » Plus tard, alors qu'Olivia était allongée dans ce lit inconnu, écoutant la douce respiration de Lily et le hurlement du vent dehors, elle se demanda quel coup du sort les avait amenés en ce lieu. La journée avait commencé avec son monde qui s'effondrait, et pourtant, les voilà, en sécurité, au chaud, et recueillis par peut-être la seule personne assez étrange pour accueillir une mère adolescente et son bébé pendant un blizzard, sans poser de questions. Juste avant que le sommeil ne la gagne, le regard d'Olivia dériva une fois de plus vers cette porte bleue avec sa pancarte d'avertissement. Qui était Éléanore, et que s'était-il passé pour que Maëve Callahan, une femme qui savait manifestement s'occuper des bébés, vive seule dans la nature sauvage de l'Alaska, entourée de spécimens scientifiques et de souvenirs. Les jours se transformèrent en une semaine tandis que la tempête faisait rage, les piégeant dans la cabane. Ce qui avait semblé être un refuge temporaire devint, par nécessité, quelque chose de plus. Olivia apprit que la survie avec Maëve Callahan s'accompagnait de structure et d'attente. « Je ne tiens pas un hôtel », annonça Maëve le deuxième matin, tendant un balai à Olivia. « Tout le monde travaille ici. » Malgré ses manières bourrues, Maëve se révéla être une enseignante étonnamment patiente. Elle montra à Olivia comment entretenir le poêle à bois, expliquant les différents types de bois et leur combustion. Le pain brûle vite et fort, bien pour démarrer. Le boulot dure plus longtemps, donne une chaleur constante. Il faut toujours un mélange, expliqua-t-elle en montrant comment disposer les bûches. Lorsqu'elle ne s'occupait pas de Lily, Olivia aidait aux tâches ménagères. Elle apprit que les collections particulières avaient un but. Les roches étaient des spécimens géologiques, les plantes séchées étaient à la fois médicinales et destinées à la recherche, et les os appartenaient à divers animaux arctiques que Maëve étudiait depuis des années. « Vous êtes scientifique ?» demanda Olivia le 3e jour, alors qu'elle conservait des légumes de la cave à légumes de Maëve. « Je l'étais. »« Ça dépend à qui tu demandes, » répondit Maëve, coupant expertement des carottes. Professeur de biologie arctique à l'université de Fairbanks pendant 20 ans.
J'ai pris ma retraite anticipée pour faire mes propres recherches. Quel genre de recherche? Les effets du climat sur les écosystèmes arctiques. Les changements dans les cycles végétaux, les migrations animales. Maëv désigna son établi. Je documente ça depuis 3 décennies maintenant. Des changements qui prenaient des siècles se produisent en décennies. Personne ne voulait l'entendre à l'époque. Et maintenant ils écoutent, mais c'est presque trop tard. Elle tendit une autre carotte à Olivia. Des tranches plus fines, elles sécheront mieux. Le 4e jour, le téléphone satellite sonna, un son surprenant dans la cabane habituellement silencieuse. Maëv répondit par des phrases laconiques, principalement des « oui » et des « non ». Et finalement, « Nous allons bien, Thomas. Ne risque pas le voyage pour l'instant. Thomas apporte parfois des provisions, expliqua-t-elle après avoir raccroché. Un homme bien. L'une des rares personnes que je peux tolérer plus d'1 heure. Olivia essaya d'appeler son amie Mackenzie sur le téléphone satellite de Maëv, mais la connexion était mauvaise. Elle réussit à apprendre que ses parents avaient dit à tout le monde qu'elle était partie dans une école spéciale. Leur euphémisme pour l'effacer de leur vie. La 5e nuit, Lily développa une légère fièvre. Olivia paniqua, mais Maëv resta calme. Les bébés ont de la fièvre. C'est comme ça que leur corps se bat, dit-elle en examinant Lily avec des mains étonnamment douces. Pas dangereusement élevée. Probablement juste en train de s'adapter au nouvel environnement. Elle prépara un bain tiède pour Lily, ajoutant quelque chose qui sentait la menthe à l'eau. Ça aide à ouvrir les voies respiratoires, expliqua-t-elle. Le matin, la fièvre de Lily était tombée. Quand Olivia exprima son étonnement, Maëv haussa simplement les épaules. Les remèdes naturels fonctionnent quand on sait ce qu'on fait. La médecine moderne a sa place, mais les gens ont survécu des milliers d'années avant les antibiotiques. Avec le temps, Olivia commença à remarquer les habitudes plus particulières de Maëv. Elle parlait à ses plantes en les arrosant, s'adressant à chacune par son nom scientifique et ayant parfois des conversations entières avec elle. Elle nommait les animaux qui apparaissaient occasionnellement devant leurs fenêtres, un renard particulier qu'elle appelait Archimède et un corbeau qu'elle saluait comme Stein. Parfois, elle parlait en ce qui semblait être des énigmes. Quand Olivia mentionna se sentir piégée par sa situation, Maëv répondit « La liberté n'est pas l'absence de murs, c'est avoir la force de les escalader. » Puis elle retourna à l'écriture dans l'un de ses nombreux journaux, comme si elle n'avait rien dit de profond. La nuit, Olivia entendait parfois Maëv se déplacer dans la cabane, parlant doucement à elle-même ou peut-être à quelqu'un qu'elle seule pouvait voir. Une fois, elle la trouva assise près de la fenêtre à 3 heures du matin, regardant les aurores boréales peindre le ciel en vert et violet. La lumière parlait aux anciens, dit Maëv sans se retourner. Elle leur racontait des histoires du cosmos. Nous avons oublié comment écouter. Malgré ses excentricités, ou peut-être à cause d'elle, Olivia se sentait de plus en plus à l'aise en présence de Maëv. La femme était étrange, certes, mais aussi brillante, capable, et à sa manière piquante, gentille. Lily semblait s'épanouir sous leurs soins combinés. Loin du stress de cacher son existence et de la tension de la maison de ses parents, Olivia se trouvait plus détendue en tant que mère. Lily prit du poids, devint plus alerte et commença même ce que Maëv identifia comme un sourire social. Pas des gaz, insista Maëv quand Olivia suggéra que cela pourrait être la cause du sourire de Lily. Elle te répond, elle reconnaît sa personne. Le 10e jour, la tempête cessa enfin. Le soleil inonda les fenêtres, illuminant les grains de poussière et baignant la cabane d'une lueur chaude. La neige à l'extérieur scintillait comme des diamants. Thomas passera demain, annonça Maëv après avoir vérifié quelque chose sur une radio météo. Il apportera des provisions et des nouvelles. La question tacite flottait dans l'air. Qu'allait faire Olivia maintenant? La tempête était terminée, le danger immédiat était passé, mais elle n'avait toujours nulle part où aller. Ce soir-là, alors que Lily dormait dans son tiroir berceau, que Maëv avait amélioré avec de petites barrières en bois, Olivia trouva le courage de poser des questions sur les journaux qu'elle avait remarqués. Ils remplissaient une étagère entière, des volumes reliés en cuir avec des dates s'étalant sur des décennies. Sont-ce vos notes de recherche? Maëv, qui tricotait quelque chose avec plusieurs couleurs de fil, hocha la tête. En partie. Observation, pensée, données. J'ai documenté chaque modèle météorologique,
cycle de croissance des plantes et observation d'animaux sur cette terre depuis 1983. Serait-il possible que j'en regarde un? Les aiguilles à tricoter de Maëve s'immobilisèrent. Puis, avec un léger signe de tête, elle dit « Les vers sont purement scientifiques. Les brins sont personnels. Contente-toi des vers. » Le journal qu'Olivia choisit était rempli de l'écriture précise de Maëve, de dessins détaillés de plantes, de graphiques suivant les températures et les précipitations, et d'observations si méticuleuses qu'elle frôlait la poésie. « C'est incroyable, » dit Olivia, sincèrement. « Vous devriez publier ça. » Maëve laissa échapper un grognement. « Je l'ai fait. Pendant des années. Journaux académiques, articles de recherche. Puis j'ai arrêté. Pourquoi? Fatiguée des comités, des évaluations par les pairs et de la politique universitaire. La science ne devrait pas être une question de savoir quel nom est sur l'article ou qui obtient le financement. Elle devrait être une question de vérité. Elle reprit son tricot, les aiguilles cliquetant rythmiquement. Ici, je ne réponds à personne. La recherche est pure. Olivia feuilleta d'autres pages, s'arrêtant sur un dessin détaillé d'une fleur. C'est magnifique. Je ne savais pas que les scientifiques pouvaient dessiner comme ça. Autrefois, tous les scientifiques étaient aussi des artistes. Da Vinci, Audubon, Darwin. Ils observaient et ils créaient. La spécialisation moderne nous a fait oublier que la science et l'art ne sont que des manières différentes de voir le même monde. Alors qu'Olivia remettait le journal à sa place, son regard dériva une fois de plus vers la porte bleue. En 10 jours, elle avait exploré chaque partie de la cabane, sauf ce qui se trouvait derrière. La pancarte « Ne pas entrer » l'avait tenue à l'écart, mais sa curiosité grandissait de jour en jour. « Maëve » commença-t-elle prudemment. « Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais cette pièce, la chambre d'Éléanore. Éléanore est votre ?» La température dans la cabane sembla chuter de 10 degrés. Les mains de Maëve se figèrent à mi-point, son visage devenant un masque sculpté. « Tu as raison, » dit-elle, sa voix dangereusement calme. « Ce ne sont pas tes affaires. » Elle se leva brusquement, mettant de côté son tricot. « Je vais me coucher tôt. Assure-toi que le feu est bien couvert avant de dormir. » La porte de la chambre de Maëve se referma avec une finalité qui laissa Olivia seule avec ses regrets dans la pièce principale. Le lendemain matin, l'atmosphère restait tendue. Maëve était civile mais distante, se concentrant sur les préparatifs de l'arrivée de Thomas. Olivia essaya d'aider, gardant Lily contente et restant à l'écart de Maëve. En milieu de matinée, elles entendirent le bruit d'un moteur. Par la fenêtre, Olivia vit une motoneige tirant un petit traîneau chargé de provisions, conduite par un homme en tenue d'hiver épaisse. Thomas, s'avéra-t-il, n'était pas ce à quoi Olivia s'attendait. C'était un autochtone d'Alaska, peut-être la cinquantaine, avec des rides de rire autour des yeux et une manière calme et réfléchie qui semblait équilibrer l'intensité de Maëve. « Alors, vous êtes les invités dont Maëve a parlé » dit-il, sa voix profonde et chaude alors qu'il enlevait ses gants pour les saluer. « Thomas K. J'enseigne au lycée en ville quand je ne fais pas de livraison aux ermites des bois. »« Qui traites-tu d'ermite » grommela Maëve, mais il n'y avait pas de réelle chaleur dans sa voix. « As-tu apporté le café ?»« 1 kilo de torréfaction foncée. »« Et autre chose que tu apprécieras. » Il fouilla dans son sac et en sortit un petit ours polaire en peluche. « Pour la petite. » Ma femme a insisté. Lily, installée dans un porte-bébé de fortune que Maëve avait confectionné, cligna des yeux devant le jouet avec fascination. « Votre femme a bon goût, » dit Olivia, sincèrement touchée. « Merci. » Alors qu'ils déchargeaient les provisions, Thomas et Maëve tombèrent dans ce qui était clairement une routine familière. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance d'une longue connaissance, communiquant par demi-phrases et regards entendus. Plus tard, autour de tasses de café fumant, que Maëve déclara presque adéquates, Thomas apporta des nouvelles de la ville. La tempête avait été la pire depuis des années, causant des pannes de courant et des dégâts matériels. Les écoles avaient été fermées pendant une semaine. Le centre communautaire sert toujours de refuge pour ceux qui ont perdu le courant, mentionna-t-il, observant attentivement Olivia. Ils ont des ressources pour les personnes qui ont besoin d'une assistance temporaire. L'implication était claire. Il y avait des options pour Olivia et Lily si elles voulaient partir.
Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Maëve intervint. La fille et son bébé peuvent rester ici jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Pas besoin de refuge et d'assistante sociale qui fourrent leur nez dans ses affaires. Thomas haussa un sourcil. C'est généreux de ta part. Maëve. C'est pratique, rétorqua-t-elle. J'ai la place. Elle aide aux corvées. Le bébé ne pose aucun problème. Olivia ressentit une vague de soulagement, suivie rapidement d'incertitude. Maëve offrait un abri continu, mais était-ce ce qu'il y avait de mieux pour Lily? Vivre dans cette cabane isolée avec une vieille femme excentrique n'était peut-être pas l'environnement le plus stable pour un bébé. Et pourtant, au cours des 10 derniers jours, Lily s'était épanouie. Olivia avait appris plus sur les soins pratiques de Maëve que dans tous les livres de parentalité qu'elle avait secrètement lus. Et malgré l'extérieur bourru de Maëve, il y avait une réelle gentillesse en dessous. Si vous êtes sûr que ce n'est pas une charge, dit Olivia prudemment, nous serions reconnaissantes de rester un peu plus longtemps. Juste jusqu'à ce que je puisse établir un plan convenable. Maëve hocha la tête une fois, comme si l'affaire était réglée. Thomas observa cet échange avec des yeux pensifs. Avant de partir, il prit Olivia à part pendant que Maëve organisait les provisions. Maëve ne laisse pas les gens entrer facilement, dit-il doucement. Elle doit voir quelque chose en toi et ta fille. Elle a été très gentille, malgré son apparence dure. Thomas sourit légèrement. Elle a eu sa part de difficultés. Ça l'a rendue piquante, mais aussi compatissante à sa manière. Il jeta un coup d'œil vers la mystérieuse porte bleue, puis de nouveau vers Olivia. Sois patiente avec elle. Il y a de vieilles blessures là-bas. Après le départ de Thomas, qui promit de revenir dans 2 semaines, la cabane retrouva son rythme. Mais avec des différences subtiles. Maëve semblait plus délibérée dans son enseignement, montrant à Olivia non seulement comment subvenir à leurs besoins immédiats, mais aussi des compétences pour une survie à plus long terme. La connaissance est la seule chose qu'ils ne peuvent pas te prendre, dit-elle en lui montrant comment identifier les plantes comestibles dans un guide de terrain. L'argent, l'abri, les relations, tout peut être perdu. Mais ce qui est dans ta tête y reste. Alors que décembre s'approfondissait et que Noël approchait, Olivia réalisa quelque chose d'inattendu. Elle avait commencé à considérer la cabane comme chez elle. Certains conforts de sa vie antérieure lui manquaient, mais pas l'attention constante, le sentiment d'être une déception, de vivre un mensonge pour protéger la réputation de ses parents. Ici, avec Maëve, il n'y avait pas de faux-semblants. La vieille femme n'avait aucun intérêt pour les apparences ou le statut social. Elle valorisait la compétence, l'honnêteté et la communication directe. Si Olivia faisait quelque chose de mal, Maëve le lui disait immédiatement et lui montrait comment corriger. Si elle faisait quelque chose de bien, Maëve le reconnaissait d'un signe de tête ou d'un bref mot d'approbation. Ce n'était pas conventionnel, ce n'était certainement pas ce qu'Olivia avait imaginé pour elle-même et Lily. Mais les nuits où l'aurore boréale dansait dans le ciel et où la cabane était chaude contre le froid, quand Lily dormait paisiblement dans son berceau amélioré et que Maëve partageait des histoires de ses expéditions de recherche à travers l'Arctique, Olivia ressentait quelque chose qu'elle avait rarement éprouvé auparavant. Elle se sentait en paix. Pourtant, toujours en arrière-plan de ce contentement croissant, il y avait la question de la chambre d'Éléanor. Qui avait-elle été? Que s'était-il passé? Et pourquoi Maëve, qui en savait manifestement tant sur les soins au bébé, vivait-elle seule dans la nature sauvage avec seulement une porte bleue et une pancarte d'avertissement pour marquer ce qui semblait être une perte importante? L'hiver s'intensifia, transformant le paysage en un monde cristallin de blanc et de bleu. À l'intérieur de la cabane, la vie s'installa dans des habitudes confortables. Le 18e anniversaire d'Olivia passa sans grande fanfare. Juste un petit gâteau que Maëve avait réussi à produire et une carte faite à la main de Lily avec l'empreinte ancrée du bébé. Thomas venait régulièrement, apportant des provisions et des nouvelles. Parfois, il restait pour le dîner, partageant des histoires sur le lycée où il enseignait l'histoire et les savoirs traditionnels. Grâce à lui, Olivia commença à découvrir la communauté locale au-delà de ce qu'elle avait connu de son éducation protégée. L'école a un bon programme pour les jeunes parents, mentionna-t-il un soir. Plusieurs élèves poursuivent leurs études tout en élevant des enfants. Le cœur d'Olivia s'accéléra à cette pensée. Elle avait été une bonne élève avant Lily, avec des rêves d'université qui semblaient s'être évanouis lorsque le test de grossesse s'était révélé positif. Comment cela fonctionnerait-il?
se demanda-t-elle à voix haute. Je ne peux pas débarquer dans une nouvelle école avec un bébé et sans tuteur. Thomas et Maëve échangèrent un regard qu'Olivia ne put tout à fait interpréter. Il y a des moyens, dit Thomas prudemment. Si tu étais intéressé. La conversation changea, mais la graine avait été plantée dans l'esprit d'Olivia. Peut-être, juste peut-être, son éducation n'était-elle pas terminée. Janvier apporta les températures les plus froides jusqu'alors. Le générateur peinait sous la demande, et Maëve le surveillait constamment, faisant des ajustements et des réparations mineures. Vieille bête, marmonna-t-elle affectueusement à la machine. Juste quelques semaines de plus, tu peux le faire. Une nuit particulièrement brutale, avec des températures plongeant en dessous de -35 degrés Celsius, l'inévitable se produisit. Le générateur toussota, crachota et mourut dans un dernier gémissement. Zut, dit Maëve avec un calme surprenant. Je savais que ça allait arriver. La cabane devint de plus en plus froide à mesure que le système de chauffage tombait en panne. Le poêle à bois fournissait de la chaleur pour la pièce principale, mais les chambres devinrent rapidement inhabitables. Nous dormirons tous près du poêle ce soir, décida Maëve, traînant des matelas dans la zone principale. La chaleur corporelle et la proximité du feu nous garderont suffisamment au chaud jusqu'au matin. Je pourrai le réparer alors. Alors qu'il se préparait pour une nuit froide, Maëve chargea Olivia de trouver des couvertures supplémentaires. Vérifie le coffre près de mon lit et l'armoire de rangement dans la salle de bain. Lily solidement emmitouflée dans un nid de couverture près du poêle, Olivia chercha d'autres couvertures chaudes. Le coffre contenait plusieurs courtes pointes qu'elle apporta dans la pièce principale. L'armoire de la salle de bain ne contenait que des serviettes, pas de couverture. À court d'options et sentant le froid mordant, Olivia se souvint avoir vu une commode dans la chambre de Maëve qu'elle n'avait pas vérifiée. À l'intérieur se trouvaient des couvertures en laine et autre chose. Un livre relié en cuir, différent des journaux de Maëve. Lorsqu'elle le déplaça pour atteindre les couvertures en dessous, le livre tomba ouvert, révélant un centre creux, et à l'intérieur de ce centre, une clé. Une petite clé en laiton avec un ruban bleu attaché. Olivia la fixa, le cœur battant. Elle savait, sans qu'on ait à le lui dire, quelle porte cette clé ouvrirait. Elle aurait dû simplement prendre les couvertures et refermer la commode. Elle aurait dû respecter l'intimité de Maëve, ses limites claires. Mais le mystère de la chambre d'Éléanore avait grandi dans son esprit au cours de ces mois. Et maintenant, avec la clé littéralement entre ses mains, la curiosité l'emporta sur la prudence. Prenant la clé et les couvertures, elle retourna dans la pièce principale. Maëve était occupée avec le poêle à bois, le dos tourné alors qu'elle arrangeait les bûches pour maximiser la chaleur pendant la nuit. « J'ai trouvé ça dans la commode de votre chambre », dit Olivia en posant les couvertures. « Je vais vérifier s'il y en a d'autres dans le placard de rangement. » Le placard de rangement était près de la chambre d'Éléanore, une excuse commode. Le cœur battant, Olivia se déplaça rapidement dans le couloir avec une lampe de poche. La porte bleue semblait luire légèrement dans le faisceau de lumière. La pancarte « Ne pas entrer » la fixait, accusatrice. Elle hésita. La main tremblante alors qu'elle approchait la clé de la serrure. C'était mal, c'était une violation de confiance. Et pourtant, la clé tourna doucement, comme si la serrure avait été régulièrement entretenue malgré l'interdiction d'entrer. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Le faisceau de la lampe de poche d'Olivia balaya la petite pièce, et elle eut le souffle coupé. C'était une chambre d'enfant parfaitement conservée d'une autre époque. Les murs étaient peints d'un jaune doux, décorés d'une fresque peinte à la main d'animaux de la forêt. Un berceau en bois se dressait au centre, recouvert d'une courte pointe en patchwork et entouré d'animaux en peluche. Un fauteuil à bascule se trouvait dans un coin, un afghan fait main drapée sur son dossier. Des étagères tapissaient un mur, rempli de livres pour enfants des années 1980. Une table allongée contenait des couches jaunies et des vêtements de bébé soigneusement empilés. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce il y a des décennies, maintenant l'espace en parfaite suspension. Sur une petite commode, des photographies encadrées d'argent captèrent le faisceau de la lampe de poche. Olivia s'approcha, le cœur battant. La plus grande montrait une Maëve beaucoup plus jeune, peut-être dans la trentaine, tenant un nouveau-né. Malgré son apparence épuisée,
Son visage rayonnait d'une joie qu'Olivia n'avait jamais vue sur les traits de la femme plus âgée. Elle avait l'air transformée par l'amour. « Eleanor » murmura Olivia, comprenant enfin. « Oui, Eleanor. » Olivia se retourna vivement, manquant de laisser tomber la lampe de poche. Maëve se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage illisible dans la pénombre. Olivia se prépara à la colère, à l'indignation face à cette violation de l'intimité. Au lieu de cela, ce qui traversa les traits de Maëve fut quelque chose de plus dévastateur, une profonde tristesse osseuse. « Je suis tellement désolée », commença Olivia, mais Maëve leva une main pour la faire taire. « C'est fait maintenant », dit-elle doucement. Elle entra dans la pièce, se déplaçant avec le soin de quelqu'un entrant dans un espace sacré. Ses doigts effleurèrent la barrière du berceau, redressèrent un ours en peluche, ajustèrent l'afghan sur le fauteuil à bascule. Des gestes automatiques qui parlaient d'innombrables visites précédentes. « Vous aviez une fille », dit Olivia doucement. Maëve hocha la tête, ramassant la photographie encadrée d'argent. Eleanor Grace Callahan. Née le 14 juillet 1986. 3 heures de travail. 3 kg 200 exactement. Sa voix prit une qualité distante. Elle avait mes yeux, mais le sourire de son père. Pas qu'il l'ait jamais vu. « Je suis désolée », dit à nouveau Olivia, sentant l'insuffisance des mots. « Je n'aurais pas dû entrer ici. »« Non, tu n'aurais pas dû. » Maëve soupira, s'installant dans le fauteuil à bascule. Le poids des souvenirs semblait l'enfoncer plus profondément dans le siège. Mais peut-être qu'il est temps. Les secrets ont une façon de refaire surface, comme des bulles d'air sous la glace. Dans la pièce principale, Lily fit un petit bruit. Olivia jeta un coup d'œil en arrière, tiraillée entre sa responsabilité envers sa fille et son besoin de comprendre l'histoire de Maëve. « Bah, dites-moi. Verify Lily. Assure-toi qu'elle a assez chaud. Je serai là sous peu. » Quand Olivia retourna dans la pièce principale, elle trouva Lily dormant toujours paisiblement, insensible au drame d'adulte qui se déroulait autour d'elle. Elle ajusta les couvertures et ajouta une autre bûche au poêle à bois, puis attendit. Maëve sortit de la chambre d'Eleanor quelques minutes plus tard, portant la photographie encadrée d'argent et paraissant plus âgée qu'Olivia ne l'avait jamais vue. Elle s'assit lourdement sur le matelas près du poêle, la photo bercée dans ses mains burinées. « J'avais 34 ans, commença-t-elle sans préambule. Une carrière universitaire prometteuse, en voie de titularisation à l'université. Je me spécialisais dans les écosystèmes arctiques, passais les étés à faire des recherches sur le terrain, les hivers à enseigner et à publier. » Sa voix était neutre, comme si elle récitait des faits tirés de l'un de ses journaux. « Je n'étais pas mariée, je ne voulais pas particulièrement l'être. Mais je voulais un enfant. » Elle leva les yeux, rencontrant ceux d'Olivia. C'étaient les années 1980. La maternité célibataire par choix n'était pas largement acceptée, surtout dans les milieux universitaires. Les femmes se battaient encore pour être prises au sérieux en tant que scientifiques. Avoir un bébé sans mari était un suicide professionnel. « Alors, qu'avez-vous fait ?» demanda Olivia doucement. « J'avais un collègue. Botaniste brillant, bon ami. Nous avons eu une liaison pendant un certain temps. Quand je suis tombée enceinte, il a clairement indiqué qu'il ne voulait aucune part à la parentalité. Ça m'allait. Je n'ai jamais dit à personne à l'université qui était le père. Je portais des vêtements amples, j'ai programmé mes recherches sur le terrain pour coïncider avec les derniers mois. Quand j'étais à 8 mois, j'ai pris un congé sabbatique, soi-disant pour écrire un livre. » Les doigts de Maëve tracèrent le bord du cadre photo. « Je suis venue ici, à la cabane. Elle appartenait à mon grand-père à l'origine. Je l'ai rénovée, préparé la chambre d'enfant, lu tous les livres sur l'accouchement que j'ai pu trouver. Et puis, une nuit de juillet, un peu comme celle-ci, froide malgré la saison, Eleanor est arrivée. Vous avez accouché seule, ici. » Maëve hocha la tête. Pas la décision la plus intelligente rétrospectivement, mais j'étais têtue, convaincue que je pouvais tout gérer. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Elle m'a prouvé le contraire dès la première contraction. M'a appris que certaines forces de la nature ne peuvent être contrôlées, seulement acceptées. Le poêle crépita, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, le vent hurlait,
créant une toile de fond étrange à ce dévoilement d'une douleur longtemps enfouie. Nous avons eu 3 belles années, continua Maëve. J'ai pris un poste dans un plus petit collège, un qui ne posait pas trop de questions sur ma vie personnelle. Nous vivions en ville pendant la semaine, venions ici les week-ends et les vacances. Eleanor Essapenuasate. Elle parlait en phrases complètes avant ses 2 ans, connaissait les noms d'une douzaine de plantes arctiques, pouvait identifier les chants d'oiseaux. La voix de Maëve se brisa légèrement. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. L'hiver de ses 3 ans, nous sommes venus ici pour Noël. Une tempête a éclaté, un peu comme celle qui t'a amené à ma porte. Eleanor a développé une toux qui s'est rapidement aggravée. Le 2e jour, elle avait une forte fièvre. J'ai tout essayé, bain frais, remèdes à base de plantes, les médicaments que j'avais sous la main. Rien n'a fonctionné. Olivia sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le générateur défaillant. Elle jeta un coup d'œil à Lily, dormant paisiblement, et ne pouvait imaginer la terreur que Maëve avait dû ressentir. Les lignes téléphoniques étaient coupées, les routes impraticables. Le 3e jour, elle luttait pour respirer. Les yeux de Maëve avaient pris un regard vitreux et lointain. Je l'ai enveloppée dans des couvertures et j'ai essayé de rejoindre la ville avec mon camion. Nous avons fait 8 kilomètres avant de nous enliser dans une congère. Le silence qui suivit fut lourd, rempli du poids d'une perte inimaginable. Elle est morte dans mes bras, attendant une aide qui est arrivée 2 heures trop tard. Olivia ne put retenir ses larmes. Elle pensa à Lily, à la fragilité de la vie, à la facilité avec laquelle leur histoire aurait pu se terminer différemment si Maëve n'était pas passée devant cet arrêt de bus. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle. La cause officielle était une pneumonie, compliquée par une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée. Continua Maëve, sa voix clinique maintenant, comme si la seule façon de raconter cette histoire était de se distancier de son noyau émotionnel. Les médecins ont dit qu'elle aurait eu besoin de soins spécialisés même si j'avais atteint l'hôpital plus tôt. Ils ont dit que ce n'était pas de ma faute. Elle baissa les yeux sur la photographie dans ses mains. Mais c'était mon entêtement, mon besoin de prouver que je pouvais tout faire seule. Ça a coûté la vie à ma fille. Non, dit Olivia fermement. Vous ne pouviez pas savoir pour son cœur. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vraiment. Le regard de Maëve était perçant. J'ai choisi l'isolement parce que c'était plus facile que d'affronter le jugement. J'ai mis ma fierté au-dessus des considérations pratiques. Je pensais savoir mieux que tout le monde. Elle secoua la tête. Après la mort d'Eleanor, j'ai abandonné ma carrière, mes recherches, tout. Je me suis retirée ici, dans cette cabane. J'ai conservé sa chambre exactement comme elle était le jour où nous sommes partis pour l'hôpital. Pendant des années, je n'ai parlé à presque personne. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda Olivia. Le temps, dit simplement Maëve. Et Thomas. Sa famille vit dans cette région depuis des générations. Il a commencé à apporter des provisions après m'avoir trouvé à moitié affamée un hiver. A refusé de me laisser disparaître complètement. Finalement, j'ai recommencé à faire des recherches, à mes conditions, en dehors de l'establishment universitaire. J'ai trouvé un but en documentant les changements de cette terre. Elle posa soigneusement la photographie sur une petite table près du matelas. Mais je n'ai jamais laissé personne entrer dans la chambre d'Eleanor. Jamais prononcé son nom à voix haute. Jusqu'à ce soir. Olivia tendit la main avec hésitation et la posa sur celle, burinée, de Maëve. À sa surprise, la vieille femme ne se retira pas. Peut-être qu'elle nous a envoyés à vous, suggéra doucement Olivia. Peut-être que nous étions destinés à nous trouver. Un instant, le scepticisme scientifique de Maëve lutta contre ce qui aurait pu être de l'espoir dans ses yeux. Je ne crois pas à ce genre de choses, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi nous avez-vous aidés cette nuit-là ? Insista Olivia. Vous auriez pu passer votre chemin. Maëve resta silenciosa un long moment, reflexionant. Quand je t'ai vue dans la neige, tenant Lily, c'était comme me voir de l'extérieur, d'une autre époque. Une jeune femme seule avec un bébé, confrontée à des obstacles impossibles. Elle haussa légèrement les épaules. Je n'ai pas pu sauver ma fille. Mais peut-être qu'elle t'a envoyé à moi pour que je puisse aider à sauver la tienne. L'aveu flotta dans l'air entre elles, fragile et profond.
Puis Lily s'agita, faisant de petits bruits qui signalaient qu'elle allait bientôt se réveiller complètement, affamée et exigeante. « Je vais chauffer un biberon », dit Maëve, se levant avec une énergie surprenante. Le moment de vulnérabilité était passé, mais quelque chose avait fondamentalement changé entre elles. Alors qu'elles s'installaient pour la nuit autour du poêle à bois, Lily nourrie et contente entre elles, Olivia ressentit un étrange sentiment de justesse. Elle formait un trio improbable, une mère adolescente, une scientifique en deuil et un bébé né dans l'incertitude. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles s'accordaient. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Olivia dans la quasi-obscurité, la question englobant bien plus que leurs plans immédiats. « Demain, je répare le générateur », répondit Maëve avec pragmatisme. « Après ça ?» Elle fit une pause, réfléchissant. « Après ça, nous ferons des choix. De meilleurs que ceux que j'ai faits auparavant. » Ce n'était pas une promesse, exactement. Mais alors qu'Olivia dérivait vers le sommeil, réchauffée par le feu et la présence de ces deux êtres qui étaient devenus sa famille improbable, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis le jour où elle avait découvert qu'elle était enceinte, l'espoir. Dehors, les aurores boréales peignaient le ciel de voiles verts et violets, dansant au-dessus de la cabane où trois âmes, une jeune, une vieille, une qui ne faisait que commencer, s'étaient trouvées contre toute attente. Le printemps arriva en Alaska par à-coups. La neige fondit, révélant des parcelles de terre cachées depuis des mois. Les jours s'allongèrent considérablement, la lumière du soleil s'étirant jusqu'au soir. Les oiseaux revinrent de leur migration méridionale, remplissant la forêt de champs. Au cours des mois qui suivirent la révélation de l'histoire d'Eleanor, des changements subtils mais significatifs transformèrent à la fois la cabane et ses habitantes. Maëve répara le générateur comme promis, puis tourna son attention vers des rénovations plus surprenantes. « Si vous restez jusqu'au printemps, » annonça-t-elle un matin de mars, « nous devons faire quelques aménagements convenables. » Olivia, nourrissant Lily à table, leva les yeux, surprise. « Je ne veux pas abuser plus que nous ne l'avons déjà fait. » Maëve écarta son inquiétude d'un geste de la main. Le tiroir berceau était bien pour une urgence, pas adapté à un bébé qui grandit. Elle déroula un papier sur la table, le croquis d'un vrai berceau. « J'ai le bois. Thomas peut apporter les outils qui me manquent. » Ce qui commença comme un projet de berceau s'étendit à une rénovation complète des arrangements de couchage de la cabane. Le lit de repos où Olivia avait dormi fut remplacé par un vrai lit. Un coin de la pièce principale fut transformé en aire de jeu pour Lily, avec un tapis d'éveil fait main conçu pour stimuler le développement cognitif, selon Maëve. Plus significativement, la porte de la chambre d'Eleanor resta déverrouillée. Maëve ne démantela pas la chambre d'enfant conservée, mais elle ne la traitait plus comme un sanctuaire scellé. Parfois, Olivia la trouvait assise dans le fauteuil à bascule, tenant l'un des jouets d'Eleanor, non pas avec le chagrin dévastateur d'avant, mais avec quelque chose de plus proche d'un souvenir doux amer. « Elle aurait eu 35 ans cette année », remarqua Maëve une fois. « Je me demande ce qu'elle serait devenue. Une scientifique, peut-être. Ou peut-être quelque chose de complètement différent. » « Racontez-moi son histoire », encouragea Olivia. « Comment était-elle » Et pour la première fois depuis des décennies, Maëve commença à partager des histoires d'Eleanor, ses premiers pas, ses livres préférés, son habitude de classer les pommes de pin par taille. Le récit semblait ramener Eleanor dans le monde des vivants, la transformant d'un souvenir figé en une enfant profondément aimée. Alors que le monde naturel s'éveillait autour d'elle, les pensées d'Olivia sur l'avenir s'éveillaient également. Rester avec Maëve avait été nécessaire pendant l'hiver, mais le printemps apportait de nouvelles possibilités et de nouvelles responsabilités. Lily grandissait rapidement, devenant plus alerte et engagée avec son environnement. Elle aurait besoin de socialisation, de bilans médicaux et éventuellement d'éducation. Thomas devint un allié inattendu dans la planification timide d'Olivia. Lors de ses visites, il apportait non seulement des provisions, mais aussi des informations sur le programme du lycée local pour jeunes parents, sur les ressources médicales en ville, sur les chemins potentiels à suivre. Le semestre de printemps commence dans 2 semaines, mentionna-t-il en avril. Si tu es intéressé, nous pourrions t'arranger pour que tu termines ta terminale, en partie à distance, en partie en présentiel quand je pourrai te conduire. Est-ce même possible ? Demanda Olivia. Je n'ai pas mes dossiers, et légalement. Laisse-moi m'occuper de la bureaucratie, dit Thomas avec un léger sourire.
J'enseigne là-bas depuis 20 ans, j'ai une certaine influence. Et Lily? Qu'est-ce que je ferais d'elle pendant les cours? Thomas jeta un coup d'œil à Maëve, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en enregistrant des observations dans l'un de ses journaux. Je pense que tu as peut-être déjà une baby-sitter consentante, suggéra-t-il doucement. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie, Olivia aborda Maëve avec l'idée. Elle s'attendait à de la résistance, ou du moins à des objections pratiques. Au lieu de cela, la réponse de Maëve la surprit. « Il est temps que tu penses à ton éducation », dit-elle sans lever les yeux de son journal. « Les bébés sont importants, la connaissance aussi. » « Vous seriez vraiment prête à garder Lily pendant que je suis à l'école ?» demanda Olivia, croyant à peine que cela pouvait être aussi simple. Maëve leva enfin les yeux, son expression sérieuse. « Je t'observe depuis des mois maintenant, Olivia. Tu es une bonne mère, attentive, patiente, intuitive. Mais tu es aussi clairement intelligente, avec un esprit analytique. Abandonner tes études serait un gâchis. » C'était peut-être le compliment le plus direct que Maëve lui ait jamais fait. Olivia sentit une bouffée de fierté, rapidement suivie de préoccupations pratiques. Mais il y a tellement de complications. Je n'ai pas de tutelle légale établie, je n'ai pas d'assurance maladie pour Lily, je n'ai même pas mon acte de naissance ni mes dossiers scolaires. Paperasse, rejeta Maëve d'un geste de la main. Des obstacles bureaucratiques. Rien qui ne puisse être surmonté avec la bonne approche. La « bonne approche » s'avéra impliquer une série d'étapes qu'Olivia n'aurait jamais imaginées possibles. D'abord, avec l'aide de Thomas, Maëve contacta un avocat à Anchorage spécialisé en droit de la famille. Après une longue consultation, un plan émergea. « Nous devons établir une tutelle légale », expliqua l'avocat lors d'une conférence téléphonique. « Étant donné que vous avez 18 ans, Olivia, vous avez l'autonomie légale pour vous-même. Mais avoir un tuteur adulte qui peut agir dans votre intérêt pour des questions comme l'inscription scolaire simplifiera les choses. » Maëve, à la surprise continue d'Olivia, se porta volontaire immédiatement. « Je peux être sa tutrice. Temporaire ou permanente, ce qui convient le mieux. » Le processus nécessitait des documents, acte de naissance, dossier scolaire, preuve de la situation de logement d'Olivia. Certains furent obtenus par des canaux officiels. D'autres nécessitèrent des solutions plus créatives, y compris un voyage à l'ancienne maison d'Olivia pendant que ses parents étaient au travail pour récupérer des documents essentiels qu'elle avait cachés avant son départ. Debout sur le seuil de la maison où elle avait grandi, utilisant la clé de secours toujours cachée sous une fausse pierre, Olivia se sentit comme une voleuse dans son propre passé. La maison semblait plus petite qu'elle ne s'en souvenait, le décor soigneusement choisi plus stérile que réconfortant. Elle se déplaça rapidement, récupérant son acte de naissance de sa cachette dans son ancien bureau, ainsi que des dossiers scolaires et le livre de bébé qu'elle avait commencé pour Lily. En partant, elle remarqua quelque chose sur la cheminée, une photo de famille avec son visage découpé, comme si elle n'avait jamais existé. La confirmation visuelle de son effacement la piqua plus qu'elle ne s'y attendait. Sur une impulsion, elle laissa derrière elle l'image de l'échographie de Lily qu'elle portait dans son portefeuille, la plaçant exactement là où son visage avait été retiré du portrait de famille. Qu'ils se souviennent de ce qu'ils avaient choisi de jeter, pensa-t-elle en refermant la porte derrière elle. En mai, les arrangements juridiques étaient en place. Maëve devint la tutrice temporaire d'Olivia, lui permettant de s'inscrire au programme flexible du lycée pour les dernières semaines du semestre. L'arrangement était suffisamment inhabituel pour soulever des sourcils. Mais avec le plaidoyer de Thomas et le désir de l'école de soutenir les parents adolescents, des exceptions furent faites. 3 jours par semaine, Thomas conduisait Olivia à l'école en allant au travail. Elle assistait aux cours essentiels, rencontrait les enseignants pour les devoirs à distance et retournait à la cabane l'après-midi. Les autres jours, elle étudiait à la maison, Maëve endossant étonnamment le rôle de tutrice pour les sciences et les mathématiques. « Ton manuel est dépassé », remarqua Maëve en feuilletant les documents de biologie d'Olivia. Les sections sur les systèmes écologiques ne reflètent pas du tout les recherches actuelles. Tiens, utilise cela à la place. Elle fournit plusieurs livres de sa bibliothèque personnelle, ajoutant « Ce n'est pas parce que tu apprends à distance que tu dois recevoir une éducation inférieure. » Lily, pendant ce temps, s'épanouissait sous la garde de Maëve pendant les heures d'école. La femme qui avait autrefois vécu dans un deuil isolé se transforma en une gardienne engagée.
bien que non conventionnels. Elle créait des jouets naturels en bois et en tissu, lisait des revues scientifiques à voix haute au bébé comme si elle pouvait comprendre des concepts écologiques complexes, et l'emmenait en expédition sur le terrain autour de la propriété, signalant les plantes et la faune avec une précision scientifique. « Vous enseignez la photosynthèse à un bébé de 7 mois ?» demanda Olivia un jour, revenant de l'école pour trouver Maëve montrant à Lily la structure interne d'une feuille. L'exposition précoce aux concepts scientifiques améliore le développement neuronal, répondit Maëve, laconique. De plus, elle semble apprécier les couleurs et les textures. En effet, Lily tendait la main vers la feuille avec une fascination évidente, son petit visage illuminé d'une curiosité qui reflétait l'expression de Maëve. Le printemps laissa place à l'été, amenant la semaine des examens et un point de décision. Olivia avait accumulé suffisamment de crédits pour obtenir son diplôme, de justesse et avec un effort considérable, mais la suite restait incertaine. La tutelle temporaire expirerait bientôt, nécessitant soit un renouvellement, soit un nouvel arrangement. Un soir chaud de juin, alors qu'elles étaient assises sur le porche de la cabane à regarder le coucher de soleil, qui arrivait maintenant près de minuit, Maëve aborda directement le sujet. « Tu devras bientôt décider, » dit-elle, les yeux fixés sur l'horizon rose doré. Les demandes d'inscription pour le Community College pour le semestre d'automne sont dues le mois prochain. Olivia berçait doucement Lily sur ses genoux, gagnant du temps pour organiser ses pensées. Le bébé s'asseyait maintenant de manière autonome, attrapant tout ce qui était à sa portée, sa personnalité émergeant plus clairement chaque jour. « J'y ai pensé, » admit-elle. L'université semble impossible avec Lily, mais rester ici indéfiniment n'est pas non plus une solution à long terme. « Pourquoi pas ?» demanda Maëve, la surprenant. Cette cabane a abrité 3 générations de ma famille. Elle pourrait abriter la tienne aussi. L'offre flotta dans l'air entre elles, capitale dans ses implications. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Maëve continua. L'université de Fairbank a un programme pour les étudiants parents. Subventions pour la garde d'enfants, logements familiaux, horaires de cours flexibles. Tu pourrais étudier les sciences de l'environnement, la biologie, ou ce qui t'intéresse. Elle désigna la forêt qui s'étendait en contrebas. Cette terre sera toujours là les week-ends et les vacances. Olivia la fixa, luttant pour comprendre ce qu'elle entendait. Vous voulez dire que vous voulez que nous restions en permanence. Maëve se tortilla, clairement mal à l'aise, luttant visiblement contre sa réticence naturelle. Je dis que tu as des options. Plus que tu ne le penses. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. Ceci est arrivé pour toi hier. L'enveloppe portait le nom d'Olivia et l'adresse de la cabane. Le premier courrier qu'elle avait reçu depuis son arrivée. À l'intérieur se trouvait une lettre de Mackenzie, son ancienne meilleure amie. Tes parents ont finalement dit la vérité aux gens, écrivait Mackenzie. Pas par choix. Quelqu'un de l'église t'a vu à l'épicerie avec Lily. Il y a eu du drame, évidemment. Ta mère m'a appelé en pleurant, me demandant si je savais où tu étais. Je ne lui ai rien dit de précis, juste que tu étais en sécurité. Elle dit qu'ils veulent te parler. La lettre continuait avec des nouvelles de leurs anciens amis, des événements scolaires qu'Olivia avait manqués, et finalement, quoi que tu décides, je te soutiens. Cette fois, j'aurais dû faire plus quand tes parents t'ont mise à la porte. Je suis désolée. Attaché se trouvait un mot avec le nouveau numéro de téléphone des parents d'Olivia. Ils l'avaient apparemment changé après son départ. Ils veulent se réconcilier, dit Olivia, la voix creuse. Du moins, ma mère. L'expressió de Maëve resta neutra. C'est une option, dit-elle prudemment. Tu pourrais retourner à ta vie antérieure. Ou, elle hésita, ou tu pourrais continuer à construire la nouvelle que tu as commencée ici. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, le téléphone satellite sonna de l'intérieur de la cabane, un événement inhabituel le soir. Maëve alla répondre, laissant Olivia seule avec ses pensées et le soleil couchant. Quand Maëve revint, son expression était sombre. C'était Thomas. Il a eu un visiteur inattendu chez lui aujourd'hui. Un jeune homme posant des questions sur l'adolescente avec le bébé qui vivrait prétendument près de son itinéraire d'enseignement. Le cœur d'Olivia fit un bond. A-t-il donné un nom ? Jackson Williams. Il a dit qu'il te cherchait depuis qu'il a découvert via les réseaux sociaux que tu avais eu son bébé. Le père de Lily.
l'étudiant de première année qui avait bloqué son numéro quand elle lui avait parlé de la grossesse. Maintenant, soudainement intéressé à les retrouver. Qu'est-ce que Thomas lui a dit ? Demanda Olivia, tenant instinctivement Lily plus près. Rien de précis. Mais le garçon était persistant. Thomas pense qu'il l'a peut-être suivi une partie du chemin aujourd'hui. Il pourrait se présenter demain. La nouvelle tomba comme une pierre dans l'eau calme, envoyant des ondes à travers la paix fragile qu'Olivia avait trouvée. La réapparition de Jackson compliquait tout. Il avait des droits légaux en tant que père de Lily, des droits qui pourraient perturber tous leurs plans soigneusement établis. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, se sentant soudain à nouveau jeune, effrayée, submergée par des décisions d'adulte. Maëv se rassit dans son fauteuil, le visage pensif. « Cela dépend de ce que tu veux, Olivia. Pas de ce que Jackson veut. Pas de ce que tes parents veulent. Pas même de ce que je veux. » Son regard était fixe. « Quel avenir envisages-tu pour toi et Lily ?» La question resta en suspens entre elles alors que le coucher de soleil s'estompait et que le long crépuscule alaskien commençait. Lily, inconsciente de la complexité adulte qui tourbillonnait autour d'elle, tendit la main vers une libellule qui planait près de la balustrade du porche, son visage illuminé d'émerveillement. Le lendemain matin apporta exactement ce qu'elles avaient anticipé, l'arrivée de Jackson. Sa voiture apparut sur la longue allée vers midi, le bruit inconnu du moteur les alertant avant qu'ils n'entrent en vue. Maëv s'était préparée à ce moment avec sa rigueur caractéristique. « Tu n'as pas à lui parler si tu ne le veux pas », rappela-t-elle à Olivia. « C'est une propriété privée. Il n'a aucun droit ici sans y être invité. » Mais Olivia avait pris sa décision pendant la nuit, après des heures de réflexion. « Je dois l'affronter. Pour le bien de Lily. » Jackson Williams sortit de sa voiture, ne ressemblant en rien au garçon qui avait charmé Olivia lors d'une fête presque 2 ans auparavant. Il était plus mince, plus sérieux, son sweatshirt universitaire et sa coupe de cheveux soignée créant l'image d'un jeune adulte responsable. Quand il vit Olivia sur le porche avec Lily dans ses bras, il s'arrêta net, son expression un mélange compliqué d'émotions. « Liv, dit-il, utilisant le surnom de leur brève relation. Je t'ai cherché partout. » C'est étrange, répondit Olivia, sa voix plus assurée qu'elle ne le sentait. Puisque tu as bloqué mon numéro quand je t'ai dit que j'étais enceinte. À son crédit, Jackson grimaça. Je sais. J'ai été un idiot. J'avais peur, j'étais immature et... Mon Dieu, c'est elle ? C'est ma fille ? Ses yeux étaient fixés sur Lily, qui considérait cet étranger avec une curiosité prudente. Elle s'appelle Lily, dit Olivia. Elle a 9 mois. Puis-je, serait-il possible que je la tienne ? Maëv, qui avait observé en silence depuis l'embrasure de la porte, s'avança. Pourquoi ne pas tous nous asseoir et avoir une conversation d'abord ? Je suis Maëv Callahan, au fait. Vous êtes sur ma propriété. Son ton indiquait clairement que Jackson était évalué et potentiellement jugé insuffisant. Il hocha la tête, paraissant soudain plus jeune et moins confiant. Ils s'installèrent sur les chaises du porche, un quatuor improbable. Jackson expliqua qu'il avait appris l'existence de Lily par un ami commun, une publication sur les réseaux sociaux mentionnant Olivia et son bébé aperçu en ville. « J'ai réalisé ce que j'avais fait, dit-il, ses yeux se déplaçant entre Olivia et Lily. Fuir mes responsabilités. Je ne suis plus cette personne. J'ai beaucoup mûri cette dernière année. Que veux-tu exactement, Jackson ? Demanda Olivia directement. Faire partie de sa vie. Aider à subvenir à ses besoins. Il se pencha en avant avec ferveur. Réparer les choses. Ce qui suivit fut une conversation compliquée sur la vision de Jackson de leur avenir. Il avait des plans qui semblaient raisonnables en surface mais révélaient des malentendus fondamentaux sur la vie actuelle d'Olivia. J'ai un appartement près du campus, expliqua-t-il. Mes parents m'aident avec le loyer. Toi et Lily pourriez emménager. Le community college a une garderie. Tu pourrais suivre des cours pendant que je termine mon diplôme. Et où est-ce que je m'intègre dans ces plans ? Demanda Olivia, à paraître la gardienne de Lily. Jackson parrot confuse. Tu suivrais des cours aussi. On pourrait s'arranger, Liv. Mes parents se sentent terribles de la façon dont j'ai géré les choses. Ils veulent t'aider. Alors,
Tes parents sont au courant pour Lily? Ils ont accepté la situation? Jackson se tortilla, mal à l'aise. Ils commencent à s'y faire. Ils sont traditionnels, tu sais. Mais un bébé change les choses. Ils veulent rencontrer leur petite fille. Alors qu'il continuait à exposer sa vision de leur avenir, une vision où Olivia mettrait essentiellement ses propres rêves en attente pour s'adapter à son éducation et à son cheminement de carrière, Maeve observait en silence, son expression devenant de plus en plus sceptique. Une seule fois elle intervint, lorsque Jackson suggéra que sa mère pourrait aider avec la garde d'enfants puisqu'elle avait élevé 4 enfants. Olivia est la principale dispensatrice de soins de Lily depuis sa naissance, souligna Maeve. Elle est tout à fait capable. Oh, bien sûr, rétropédala Jackson. Je voulais juste dire pour le soutien. Tout au long de la conversation, Olivia remarqua quelque chose de révélateur. Jackson parlait constamment de ce qu'il voulait, de ce que ses parents voulaient, de ce que la société attendait, mais demandait rarement ce qu'Olivia voulait ou avait besoin. Et plus significativement, il ne s'enquit jamais une seule fois de la routine de Lily, de sa personnalité, de son développement, ou de la vie qu'elles avaient construite au cours des 6 derniers mois. Quand Jackson tint enfin Lily, maladroitement, nerveusement, le bébé le considéra avec l'évaluation solennelle des nourrissons rencontrant des étrangers. Elle ne pleura pas, mais elle continuait à regarder en arrière vers Olivia et Maeve, ses sources connues de sécurité. « Elle est incroyable, » dit Jackson, une admiration sincère dans sa voix. « Elle a mes yeux. » « Elle a ses propres yeux, » corrigea doucement Maeve. Après le départ de Jackson, avec des promesses de revenir le lendemain, Olivia s'assit lourdement sur la chaise du porche, émotionnellement épuisée. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à Maeve, qui était restée inhabituellement silencieuse pendant une grande partie de la visite. La vieille femme considéra sa réponse attentivement. « Je pense qu'il essaie, à sa manière limitée. Mais je pense aussi que sa vision de l'avenir le centre lui-même, pas toi ou Lily. »« C'est son père, » dit Olivia, sentant le poids de cette réalité biologique. « La biologie n'est pas le destin, » répondit Maeve. « Crois-moi sur parole. » Le lendemain apporta un autre développement inattendu, un appel de la mère d'Olivia, qui avait obtenu le numéro de la cabane par Mackenzie. « Olivia, c'est vraiment toi ?» La voix de sa mère semblait mince et tendue à travers la connexion satellite. « C'est moi », confirma Olivia, ses émotions un nœud emmêlé de désir et de ressentiment. « Nous avons été si inquiets. Ton père, il a eu une crise cardiaque il y a 3 semaines. » La nouvelle tomba comme un coup physique. Malgré tout, Olivia n'avait jamais souhaité de mal à ses parents. Est-ce qu'il va bien? Il recupère. C'était mineur, Dieu merci. Mais ça l'a changé, Olivia. Ça nous a changés tous les deux. La voix de sa mère se brisa. Nous avons fait une terrible erreur. Nous voulons arranger les choses. Comme la visite de Jackson, l'appel se termina par une demande à Olivia de rentrer à la maison, d'amener Lily, d'être à nouveau une famille. Sa mère promit que les choses seraient différentes, qu'ils avaient réalisé leur erreur en choisissant la réputation plutôt que l'amour. « Nous avons une chambre prête pour vous deux, » dit-elle. « Nous pouvons aider avec les frais universitaires. Ton père veut connaître sa petite fille. » Pourtant, à travers la chaleur et l'apparente sincérité, Olivia remarqua quelque chose de similaire à sa conversation avec Jackson. Sa mère n'offrit aucune excuse réelle pour avoir mis sa fille enceinte à la porte en hiver. Il n'y eut aucune reconnaissance du traumatisme qu'ils avaient causé, juste un désir de retourner à la normalité, selon leurs termes. Après l'appel, Olivia trouva Maeve enseignant à Lily les différents types de flocons de neige à l'aide de découpage en papier, bien que ce fût juin. « Mon père a eu une crise cardiaque », dit-elle sans préambule. « Ils veulent que je rentre à la maison. » Maeve leva les yeux, son expression neutre. « Et veux-tu y aller ?»« Je ne sais pas. » Olivia s'affaissa sur une chaise, regardant Lily manipuler les flocons de neige en papier avec une dextérité croissante. « Une partie de moi me manque d'eux. Ce sont mes parents. Une autre partie se souvient d'avoir été dans la neige sans nulle part où aller. Les gens peuvent changer, reconnut Maeve. La question est de savoir s'ils ont suffisamment changé pour t'accepter, toi et Lily, tels que vous êtes, pas tels qu'ils voudraient que vous soyez. » Elle mit de côté l'activité des flocons de neige et regarda Olivia pensivement. « Veux-tu y retourner parce qu'il te manque,
ou parce que tu penses que c'est ce qu'une famille normale devrait être ? La question frappa avec une force inattendue. Olivia avait passé une si grande partie de sa vie à essayer de correspondre à la définition de la normalité de ses parents. Leurs attentes religieuses, leurs normes sociales, leur vision du succès. Même sa grossesse avait été évaluée principalement sous l'angle de son impact sur leur position dans la communauté. Cette nuit-là, Olivia rêva de la maison de son enfance, impeccable, silencieuse, avec des housses en plastique sur les meubles et des photographies de famille montrant des sourires parfaits qui n'atteignaient jamais tout à fait les yeux. Elle la contrasta avec la cabane de Maëve, chaotique, chaleureuse, remplie de livres et de spécimens, et de preuves d'une vie pleinement vécue. Dans l'une, les apparences comptaient avant tout. Dans l'autre, la vérité était la seule monnaie d'échange. La semaine suivante amena à la fois Jackson et ses parents à la cabane, une collision du passé et du présent qu'Olivia avait à la fois redoutée et savait nécessaire. Maëve se prépara à leur arrivée avec un pragmatisme caractéristique, nettoyant les zones principales tout en laissant son équipement scientifique et ses spécimens bien en évidence. « C'est qui je suis », dit-elle quand Olivia suggéra de cacher certains des objets les plus inhabituels. « Et c'est ce que tu es devenu en vivant ici. Aucune raison de faire semblant. » Ses parents arrivèrent les premiers, leur SUV cher semblant déplacé sur la propriété rustique. Sa mère sortit prudemment, habillée comme pour l'église d'une robe à fleurs et d'un cardigan malgré le cadre décontracté. Son père se déplaçait plus lentement, la récente crise cardiaque évidente dans ses mouvements prudents et son teint plus pâle. Leur réaction à la cabane fut exactement ce à quoi Olivia s'attendait, une consternation mal dissimulée face aux conditions rustiques, des regards interrogateurs sur les collections de Maëve, des sourires crispés qui suggéraient qu'ils enduraient plutôt qu'ils ne s'engageaient. « Alors, c'est ici que tu as vécu ?» demanda sa mère, essayant de paraître neutre mais incapable de cacher son jugement. « C'est ici que nous avons trouvé refuge », corrigea doucement Olivia. « Quand nous n'avions nulle part ailleurs où aller. » La présentation à Lily fut maladroite mais touchante. Malgré tous leurs défauts, ses parents semblaient sincèrement émus à la première vue de leur petite fille. Lily, désormais experte pour s'asseoir et attraper les objets d'intérêt, considéra ces nouvelles personnes avec une curiosité ouverte. « Elle est magnifique », murmura sa mère, des larmes se formant. « Elle a ton nez, Olivia. » Lorsque Jackson arriva 1 heure plus tard, la situation devint exponentiellement plus complexe. Il avait amené ses parents, un ajout surprise qui changea immédiatement la dynamique. Soudain, la cabane fut remplie de 3 groupes d'adultes, chacun avec son propre agenda pour l'avenir d'Olivia et de Lily. Les parents de Jackson étaient clairement mal à l'aise dans ce cadre isolé mais faisaient des efforts pour paraître solidaires. Sa mère avait apporté des vêtements de bébé et des jouets, les présentant avec l'air de quelqu'un qui accorde de grands cadeaux. « Nous voulons faire partie de la vie de notre petite fille », annonça-t-elle avec un regard appuyé sur les parents d'Olivia. Le sous-texte territorial était indubitable. Maëve observa ce drame qui se déroulait avec un détachement scientifique, offrant du café et des rafraîchissements simples tout en parlant peu. Pourtant, sa présence était une ancre stable pour Olivia au milieu des courants émotionnels croisés. Les conversations qui suivirent furent révélatrices. Les 2 groupes de parents exposèrent leur vision pour l'avenir d'Olivia et de Lily. Ses parents offrirent un soutien financier pour l'université si elle rentrait à la maison, mais avec des attentes claires concernant la fréquentation de l'église, un comportement approprié et un accord tacite que son « erreur » serait poliment négligé plutôt qu'accepté. Les parents de Jackson proposèrent un avenir plus progressiste mais tout aussi contrôlé, suggérant qu'Olivia et Jackson devraient se marier jeunes, comme eux, avec les 2 familles les soutenant pendant leurs études. Leur plan présumait qu'Olivia donnerait la priorité à l'éducation de Jackson d'abord, puis poursuivrait ses propres objectifs, quand le moment sera venu. Tout au long de ces discussions, Lily devint agitée, submergée par les voix inconnues et la tension. Sans qu'on le lui demande, Maëve la sortit discrètement sur le porche, donnant à Olivia l'espace nécessaire pour faire face à ses visions concurrentes de son avenir. « J'apprécie tout ce que vous offrez tous », dit finalement Olivia après avoir écouté les propositions des 2 familles. « Mais je dois prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour Lily et moi, pas sur ce qui est le plus confortable pour tout le monde. »« Bien sûr, ma chérie, » dit sa mère avec un sourire crispé. « Nous voulons juste t'aider à te remettre sur la bonne voie. »« Je ne suis pas hors de la voie, »
répondit Olivia avec une confiance retrouvée. Je suis sur une voie différente de celle que vous aviez prévue pour moi. J'ai été acceptée au programme de sciences de l'Université d'Alaska avec une bourse pour les étudiants par an. Maëv m'a aidé à me préparer. Cette annonce fut accueillie par un silence stupéfait, puis par une avalanche d'objections. Mais c'est si loin de la maison. Et le rôle de Jackson en tant que père. Nous avions déjà préparé une chambre pour vous deux. Olivia leva la main, un geste qu'elle avait appris de Maëv lorsque les discussions devenaient improductives. Lily et moi ne sommes pas un problème à résoudre ni une honte à cacher, dit-elle fermement. Nous sommes une famille. Juste pas le genre que vous attendiez. Lorsque Lily se mit à pleurer sérieusement depuis le porche, la conversation s'interrompit naturellement. Olivia rejoignit Maëv à l'extérieur, prenant sa fille dans ses bras avec une aisance exercée. « Tu t'en sors bien », murmura Maëv, juste assez fort pour qu'Olivia l'entende. « Tiens bon ». Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, bien qu'à cette période de l'année, il ne se coucherait pas vraiment, les visiteurs se préparèrent à partir. Les conversations avaient atteint une pause difficile plutôt qu'une résolution, toutes les parties convenant de réfléchir avant de prendre une décision. Avant de partir, le père d'Olivia demanda à lui parler en privé sur le porche, à l'écart des autres. Il semblait plus petit, moins intimidant que l'homme qui avait jeté ses affaires dans la neige des mois auparavant. « J'ai eu tort », dit-il simplement, les mots clairement difficiles pour lui. « Ma crise cardiaque, ça fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Je ne dis pas que je comprends tous tes choix, mais… » Il jeta un coup d'œil à Lily, maintenant calme dans les bras d'Olivia. « Je ne veux pas perdre ma fille et ma petite-fille à cause de mon orgueil. » Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. La première reconnaissance sincère de méfaits de la part de l'un ou l'autre de ses parents. Alors que les voitures disparaissaient sur la longue allée, Olivia ressentit une curieuse légèreté. Les conversations avaient été difficiles, les attentes concurrentes épuisantes, mais pour la première fois, elle avait maintenu ses limites. « Vous ne m'aviez pas parlé de la bourse », dit Maëv alors qu'elle regardait la dernière voiture disparaître de vue. « Je viens de l'apprendre hier », admit Olivia. « J'allais vous le dire ce soir. » Maëv hocha la tête, quelque chose comme de la fierté scintillant sur ses traits. « Bien. C'est un programme solide. » Leur département des sciences de l'environnement s'est considérablement amélioré ces dernières années. Plus tard dans la soirée, alors que Lily dormait et que le crépuscule d'été sans fin baignait la cabane d'une douce lumière dorée, Olivia et Maëv étaient assises sur le porche, les événements de la journée se déposant autour d'elles. « Tous ces gens, » songea Olivia, offrant différentes versions de mon avenir. Chacun certain de savoir ce qui est le mieux. « Et qu'est-ce que tu penses être le mieux ?» demanda Maëv. Olivia y réfléchit, regardant un couple de corbeaux tournoyer au-dessus de la cime des arbres. « Je pense que je dois construire quelque chose de nouveau. Ne pas rejeter tout de mon passé, mais ne pas être limité par lui non plus. » Elle se tourna vers Maëv. « Ce que vous nous avez donné, ce n'est pas seulement un abri. C'est une perspective, une manière différente de voir le monde. La meilleure science vient de l'observation de choses familières avec un regard neuf, » répondit Maëv. « Peut-être que les meilleures vies aussi. » Les corbeaux s'appelèrent, leur voix résonnant à travers la vallée. Au loin, la montagne se dressait en sentinelle contre le ciel du soir, inchangée par les drames humains, mais témoin de tous. « Quoi que tu décides, » dit Maëv doucement, « cette cabane reste un endroit où tu pourras toujours revenir. Une constante dans un monde inconstant. Ce n'était pas tout à fait « je t'aime ». Ce n'était pas tout à fait « vous êtes maintenant une famille ». Mais venant de Maëv Callahan, scientifique et survivante, c'était peut-être quelque chose d'encore plus significatif, une promesse d'appartenance sans condition, d'acceptation sans jugement. Olivia tendit la main et serra brièvement celle, burinée, de Maëv. « Merci », dit-elle simplement. Au-dessus d'elle, les corbeaux continuaient leur danse aérienne, ailes noires contre la lumière sans fin du ciel d'été alaskien. L'été en Alaska apporta de longues journées ensoleillées et une floraison de vie dans la forêt entourant la cabane. Les baies sauvages mûrissaient, les fleurs s'épanouissaient dans les prairies et les animaux s'affairaient aux tâches de la saison. C'était, expliqua Maëv, la manière de la nature de compenser la brève saison de croissance, une explosion de productivité dans un laps de temps comprimé. Pour Olivia,
C'était une saison de décision et de préparatifs. Son admission à l'Université d'Alaska étant confirmée et une bourse pour étudiants par an accordée, le chemin à suivre devenait plus clair. Pourtant, des considérations pratiques subsistaient: logement, garde d'enfants, transport et la navigation dans les relations complexes avec ses parents et Jackson. Un problème à la fois, conseilla Maeve alors qu'elle triait les documents universitaires à la table de la cabane. Commence par ce qui est le plus essentiel. Le logement vint en premier. L'université offrait des appartements familiaux. Mais ils étaient limités et chers, même avec des subventions. Après avoir examiné les options, Maeve fit une proposition inattendue. « Je possède une petite maison à Fairbank », révéla-t-elle. « Je la loue depuis des années. Les locataires actuels partent en août. Toi et Lily pourriez y vivre. »« Vous avez une maison en ville ?» demanda Olivia, surprise. « Mais vous dites toujours détester les environnements urbains. »« D'où le fait que je n'y vis pas », répondit Maeve sèchement. « Je l'ai acheté il y a des années, quand j'enseignais à l'université. Je l'ai gardé comme investissement et base de recherche occasionnelle pendant les hivers. » L'offre était généreuse, trop généreuse, sentit Olivia. « Je ne peux pas simplement prendre votre maison, Maeve. Je pourrais payer un loyer, mais avec les frais de scolarité et la garde d'enfants. Considère cela comme faisant partie de ta bourse, dit Maeve d'un ton dédaigneux. Un investissement dans l'éducation scientifique. De plus, elle reste là, inutilisée, sinon. » Après de longues discussions, elles parvinrent à un compromis. Olivia paierait un loyer symbolique qui augmenterait progressivement à mesure que son éducation progresserait, étant entendu que l'entretien de la propriété compterait pour sa contribution. Le logement étant réglé, la garde d'enfants devint la priorité suivante. La garderie de l'université avait une liste d'attente, mais le statut d'Olivia en tant que boursière et mère célibataire lui donnait la priorité. Néanmoins, les heures étaient limitées et son emploi du temps de cours s'étendrait parfois au-delà des heures d'ouverture du centre. Ce problème se résolut de manière inattendue. Lors d'une visite à la maison de Fairbank, une modeste mais bien entretenue maison de style artisan près de l'université, Maeve examina la propriété d'un œil critique. 2 chambres en bas, bureau à l'étage, nota-t-elle en parcourant les pièces. Bonne lumière pour les plantes. Jardin de taille décente pour les normes du Nord. Elle s'arrêta dans la cuisine, tapotant du doigt le comptoir. Le garage pourrait être converti en espace de travail. J'ai l'intention d'organiser correctement mes journaux de terrain. Olivia la fixa. Vous pensez rester ici aussi. Maeve parut mal à l'aise, comme toujours lorsque les discussions devenaient personnelles. Pas en permanence. Mais peut-être pendant l'année universitaire. La cabane est difficile en plein hiver, surtout quand on vieillit. Elle redressa une porte de placard avec une attention superflue. De plus, quelqu'un doit s'assurer que Lily ne développe pas de lacunes en éducation scientifique lorsque la garderie ferme à 17 heures. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de la part de Maeve qu'elle ne supporterait pas d'être séparée d'elle. Pour Olivia, qui s'était inquiétée de laisser la vieille femme seule à la cabane, c'était la solution parfaite, bien que non sans complications. Est-ce qu'on se rendrait folle l'une l'autre ? Se demanda-t-elle à voix haute, à vivre plus à l'étroit que dans la cabane. Sans aucun doute, répondit Maeve avec une franchise surprenante. Mais nous avons réussi jusqu'ici. Des limites claires et une communication directe devraient suffire. Ainsi, le plan évolua. Un foyer partagé à Fairbank pendant l'année universitaire, avec les week-ends et les étés à la cabane lorsque possible. L'arrangement donnerait à Olivia un soutien avec Lily tout en poursuivant ses études, et fournirait à Maeve compagnie et un but pendant les mois où ses recherches sur le terrain étaient limitées par la météo. Tout au long de ces préparatifs, Olivia maintint un contact prudent avec ses parents et Jackson. Les relations évoluaient lentement, les limites étant testées et redéfinies au besoin. Ses parents firent des efforts timides de réconciliation, invitant Olivia et Lily à des dîners dominicaux qui étaient maladroits mais de plus en plus sincères. Son père, humilié par son problème de santé, faisait plus d'efforts que sa mère, qui luttait toujours pour accepter les choix indépendants d'Olivia. « Nous pourrions aider davantage si tu rentrais simplement à la maison », suggérait sa mère à plusieurs reprises. Incapable de comprendre pourquoi Olivia choisirait un chemin différent alors que l'option de la fille prodigue était disponible.
Je ne reviens pas pour être réparée, expliqua Olivia doucement mais fermement. Je construis quelque chose de nouveau, maman. Tu es la bienvenue pour en faire partie, mais je ne peux pas retourner à celle que j'étais avant. Jackson, quant à lui, restait une présence complexe dans leur vie. Après la visite initiale, il retourna plusieurs fois à la cabane, apprenant progressivement à tenir Lily, à répondre à ses signaux, à être présent dans sa vie. Il assista à sa première fête d'anniversaire, un petit rassemblement à la cabane avec Thomas, Mackenzie qui avait fait le voyage depuis Anchorage, et quelques autres qui étaient devenus partie de leur cercle élargi. Olivia observa attentivement les interactions de Jackson avec Lily, notant à la fois son effort sincère et sa déconnexion fondamentale des réalités quotidiennes de la parentalité. Il apportait des cadeaux et de l'énergie pour de courtes visites, mais ne montrait aucune compréhension des routines, des besoins ou de la vigilance constante que la parentalité exigeait. Il essaie, observa Thomas lors d'une de ses visites, alors qu'il regardait Jackson tenter de construire une tour de blocs pour Lily. Il n'y arrive pas complètement, mais il essaie. Est-ce suffisant ? Se demanda Olivia. C'est à toi de décider, répondit Thomas. Mais souviens-toi, la famille se présente sous de nombreuses formes. Certaines personnes sont le pain quotidien, présentes à chaque repas. D'autres sont des occasions spéciales, non moins importantes, mais servant un but différent. Cette perspective aida Olivia à recadrer ses attentes. Peut-être que Jackson ne serait jamais le père quotidien et présent qu'elle avait autrefois espéré, mais il pourrait être autre chose, une connexion, une perspective, une partie de la vie de Lily qui ajoutait plutôt qu'elle ne complétait. Alors que l'été progressait vers l'automne et que les préparatifs universitaires s'intensifiaient, une lettre inattendue arriva à la cabane. L'adresse de retour indiquait une prestigieuse revue scientifique où Maeve avait publié des années auparavant. « Ils veulent republier certaines de mes recherches », expliqua-t-elle après l'avoir lue, son expression un mélange de surprise et de suspicion. « Apparemment, mes observations des années 1990 concordent avec les modèles climatiques actuels. Ils appellent ça « précurseur » et « en avance sur son temps ». « C'est merveilleux », s'exclama Olivia. « Votre travail est reconnu. » Maeve haussa les épaules, mais Olivia pouvait voir qu'elle était contente, malgré sa tentative de nonchalance. La science finit par rattraper son retard. La vérité n'expire pas. L'intérêt de la revue déclencha quelque chose chez Maeve, une reconnexion avec la communauté scientifique élargie qu'elle avait abandonnée des décennies plus tôt. Elle commença à correspondre avec des chercheurs, à examiner la littérature actuelle et même à accepter une interview à distance avec un podcast sur la science du climat. « Il n'arrête pas de me poser des questions sur mes recherches actuelles », grommela-t-elle un soir, examinant les réponses par email. Comme si l'isolement invalidait l'observation. « Pourquoi ne pas leur montrer ?» suggéra Olivia. « Vos journaux, votre collecte de données en cours. C'est précieux, surtout avec le changement climatique qui affecte si dramatiquement l'Arctique. Et qui compilerait et présenterait tout ça? Je n'ai aucun intérêt pour la politique académique ou les demandes de subventions. » « Aide-moi, » proposa Olivia. « Dans le cadre de mes études. Nous pourrions numériser vos observations, créer des bases de données à partir de vos journaux. Ce pourrait être un projet d'étude indépendant. » Maeve y réfléchit, tirant pensivement sur une mèche de ses cheveux argentés. Cela nécessiterait une supervision professorale, un cadre de recherche formel. Thomas a mentionné que le professeur Chen du département des sciences de l'environnement cherche des assistants de recherche ayant de l'expérience des écosystèmes arctiques. Olivia sourit. « Il se trouve que je connais quelqu'un qui m'enseigne les écosystèmes arctiques depuis des mois maintenant. » Cette conversation planta une autre graine, celle qui allait devenir un projet collaboratif s'étendant sur plusieurs générations. Les décennies d'observations méticuleuses de Maeve deviendraient le fondement du développement académique d'Olivia, créant une continuité entre les recherches passées et futures. En août, les préparatifs pour le déménagement à Fairbanks étaient bien avancés. La maison avait été nettoyée et partiellement meublée, l'inscription à l'université complétée et les arrangements de garde d'enfants finalisés. Ce qui restait, c'était la préparation émotionnelle, la transition de leur refuge inattendu vers un avenir plus structuré et déterminé. Lors de leur dernière soirée avant le déménagement, Olivia trouva Maeve dans la chambre d'Eleanor. L'espace s'était subtilement transformé au fil des mois.
Bien que toujours reconnaissable comme une chambre d'enfant d'une autre époque, de petits changements reflétaient la guérison plutôt que la stase. Les photographies d'Eleanor restaient, mais elles avaient été rejointes par des photos de Lily. Certains jouets avaient été soigneusement emballés, tandis que d'autres avaient été partagés avec le nouveau bébé dans la cabane. « Je n'aurais jamais pensé changer quoi que ce soit ici », dit Maeve sans se retourner. Pendant des années, c'était comme une capsule temporelle, un chagrin parfaitement conservé. « Et maintenant ?» demanda Olivia doucement. « Maintenant, c'est toujours la chambre d'Eleanor. Mais elle peut être plus qu'un simple mémorial. » Elle ajusta un ours en peluche sur une étagère. Eleanor aurait 36 ans maintenant. Elle aurait pu avoir ses propres enfants. Elle n'aurait pas voulu que cette pièce reste figée pour toujours. L'aveu représentait une croissance énorme pour une femme qui avait vécu aux côtés de son chagrin pendant des décennies sans l'aborder directement. Olivia reconnut le courage qu'il fallait à Maeve pour redéfinir sa relation avec la perte tout en maintenant le lien avec la mémoire de sa fille. « Merci, » dit Olivia doucement, « de l'avoir partagé avec nous. Et d'avoir laissé Lily faire partie de son histoire. » Maeve hocha la tête, l'émotion rendant d'autres mots inutiles. Le déménagement à Fairbank marqua le début d'un nouveau chapitre. La maison, bien qu'inhabituelle, développa rapidement son propre rythme et son propre caractère. Les cours d'Olivia commencèrent, stimulants et revigorants pour son esprit d'une manière qui lui avait manqué pendant la grossesse et les débuts de la maternité. Lily s'adapta à la garderie, développant des compétences sociales avec d'autres enfants tout en maintenant son lien spécial avec Maeve pendant les soirées et les week-ends. Maeve elle-même subit une transformation subtile dans le cadre urbain. Bien que toujours fondamentalement indépendante et parfois piquante, elle développa des liens inattendus. Plusieurs professeurs retraités de l'université, apprenant son retour à Fairbank, la contactèrent pour des conversations sur la recherche. Un groupe environnemental local l'invita à parler de ses observations écologiques à long terme. Plus significativement, elle commença à encadrer des étudiants sélectionnés qui montraient une promesse particulière en sciences de l'environnement. Ces sessions informelles, souvent tenues dans leur salon avec Lily jouant à proximité, devinrent connues parmi les étudiants sérieux comme étant plus précieuses que les cours officiels. « Vous réalisez que vous enseignez à nouveau ?» demanda Olivia un soir après une discussion particulièrement intense avec 3 étudiants diplômés sur les changements du pergélisol. « Je corrige les idées fausses, » répondit Maeve avec sa modestie caractéristique. « Si cela constitue un enseignement, soit. » Alors que l'automne peignait les forêts de bouleaux en or autour de Fairbank, le ménage s'installa dans des routines productives. Les matinées étaient consacrées à la préparation de Lily pour la journée, une danse soigneusement chorégraphiée entre Olivia et Maeve. Pendant qu'Olivia se préparait pour ses cours, Maeve préparait le petit déjeuner de Lily, transformant invariablement même cette simple tâche en une expérience d'apprentissage. « Regarde ici, Lily », disait Maeve en montrant les baies qu'elle avait soigneusement mesurées. « Ce sont des chicoutées. Remarque comme elles sont différentes des framboises que nous avons cueillies l'été dernier. Chacune a son propre écosystème, sa propre histoire. » Lily, maintenant âgée de 3 ans, écoutait avec une fascination aux yeux écarquillés. Elle montrait déjà des signes des mêmes compétences d'observation aiguë qui avaient défini la carrière scientifique de Maeve. Ses jouets étaient souvent disposés selon des motifs méticuleux, ses questions étaient précises et incessantes, et elle semblait considérer le monde comme un puzzle géant attendant d'être compris. À l'approche de l'hiver, le foyer s'installa dans un rythme qui semblait à la fois inattendu et tout à fait naturel. Les performances académiques d'Olivia étaient exceptionnelles. Son projet de recherche, la numérisation des décennies d'observations écologiques de Maeve, avait attiré l'attention de ses professeurs. Ce qui avait commencé comme une simple étude indépendante s'était transformé en une compilation potentiellement révolutionnaire de données à long terme sur l'écosystème arctique. Thomas continuait d'être une présence de soutien, visitant souvent pendant les vacances ou les pauses académiques. Il était devenu un mentor pour Olivia, lui fournissant des conseils non seulement sur le plan académique, mais aussi pour naviguer dans le paysage complexe de sa vie en évolution. L'implication de Jackson restait constante mais limitée. Il venait en visite tous les quelques mois, apportant des cadeaux à Lily, montrant une affection sincère sans les responsabilités quotidiennes de la parentalité. Olivia avait depuis longtemps fait la paix avec cet arrangement,
comprenant que les familles pouvaient prendre de nombreuses formes. La réconciliation de ses parents était lente mais constante. Son père était devenu un homme changé, essayant sincèrement de comprendre et de soutenir les choix d'Olivia. Les progrès de sa mère étaient plus hésitants, mais il y avait des moments de véritable connexion, soigneusement négociés mais réels. Un soir vif de décembre, alors que la neige recouvrait Fairbank, Maeve fit une annonce inattendue. « On m'a offert un poste de chercheuse invitée », dit-elle, son ton soigneusement neutre. Un poste conjoint entre le département des sciences de l'environnement de l'université et le centre de recherche sur le climat. Olivia leva les yeux, surprise. « Mais vous avez toujours évité les postes universitaires formels. » Les lèvres de Maeve tressaillirent en ce qui aurait pu être un sourire. « Les temps changent. Et apparemment, mes décennies de recherche sont maintenant considérées comme des données historiques précieuses. » Elle roula des yeux devant la terminologie académique. Le poste était parfait. Il permettait à Maeve de poursuivre ses recherches, d'encadrer des étudiants et de maintenir le style de vie flexible qu'elle chérissait. Plus important encore, il apportait une stabilité à leur famille non conventionnelle. Lily, jouant avec un ensemble d'échantillons géologiques que Maeve avait soigneusement sélectionnés pour elle, leva les yeux. « Grand-mère Maeve, tu vas m'apprendre les roches aujourd'hui. » Le terme « grand-mère » avait émergé naturellement, sans discussion. Maeve n'avait jamais demandé à être appelée ainsi, mais elle l'avait tranquillement accepté, tout comme elle avait accepté Lily dans sa vie et son cœur. « Viens ici, » dit Maeve en étalant une collection d'échantillons de roches. « Laisse-moi te montrer comment ces pierres racontent des histoires plus anciennes que tout être humain ne pourrait l'imaginer. » Alors que l'obscurité hivernale pressait contre les fenêtres de leur maison de Fairbank, 3 générations étaient assises ensemble. Une mère adolescente qui avait défié les attentes, une scientifique excentrique qui avait trouvé la rédemption, et une enfant curieuse qui représentait l'espoir et la continuité. Leur histoire était loin d'être un récit traditionnel. Elle était désordonnée, compliquée, remplie de rebondissements inattendus. Mais c'était indéniablement une histoire d'amour. Le genre d'amour qui choisit, qui grandit, qui transforme. Et en fin de compte, n'est-ce pas cela que signifie vraiment la famille ?